commencer. Alors, sur le plateau TV, j'invite tous les participants à venir. Venez bas ouvert avec la salle, donc c'est totalement informel pour discuter d'un débat qui a été un peu ouvert hier aussi grâce à certaines annonces sur pertinence des soins. Donc je vais juste laisser vous présenter. Guy. L'ancien, j'étais urologue et je suis à l'Académie de médecine et je m'occupe de CHAM, un congrès sur la santé. Oui, Martine Aoustin, je suis conseiller maintenant du président de la CSMF. Auparavant, peut-être DG de l'ARS Languedoc-Roussillon, et puis encore avant, certains me connaissent sous cette mission. J'ai piloté la mission tarification à l'activité, tellement décriée aujourd'hui. Les deux A. Un mot aussi alors. Et Anne-Sophie. Anne-Sophie Joly, présidente d'un collectif d'associations de 50 associations en France d'hommes-tom sur l'obésité, agréée par le ministère de la Santé, membre d'une commission interministérielle sur l'alimentation et la santé, membre de la HAS et de l'EASO au niveau du Parlement européen de Bruxelles. Alors, première question pour lancer le débat avant de laisser la parole à l'audience. Je ne sais pas s'il y avait des petites diapos. J'avais préparé, je crois, une petite diapo. C'est moi qui dois lancer la diapo. C'est pas celle-là, mais c'est pas grave. C'était... Voilà. Alors, des choses qu'on va pouvoir peut-être aborder. Votre point de vue, on parle beaucoup de pertinence des soins, de qualité des soins. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? C'est des choses différentes? Comment mesure-t-on la pertinence, la qualité des soins? Nous avons un représentant des patients. Comment s'intègre la vue et l'évaluation des patients dans la qualité de ce que l'on propose à nos patients de soins? Quels indicateurs? Pourquoi faire? Est-ce que c'est seulement à but économique? Et puis, une petite question subsidiaire. Est-ce que d'additionner 3 actes de bonne qualité rend obligatoirement quelque chose de pertinent? On travaille beaucoup dans un système de santé un peu en silo. Est-ce que l'addition de qualité ne nécessite pas une coordination de tout ça? Alors la première question, je voudrais faire un tour, chacun, une définition ou une approche sur pertinence, qualité, la même chose, pas la même chose. Guy? Alors, pertinence et qualité, ce n'est pas du tout la même chose. On peut être un chirurgien qui a une qualité exceptionnelle, mais qui opère des malades qui n'ont pas été opérés. En revanche, on peut avoir une pertinence exceptionnelle dans l'indication et opérer comme un salaud. Donc, ce sont deux mots qui n'ont rien à voir. La pertinence, c'est est-ce que l'acte est licite ou pas? Et ça, c'est aux associations savantes de le dire, je pense, elles le savent, et de voir si le chirurgien respecte globalement ses indications. La qualité, c'est autre chose, c'est le résultat à partir des données objectives que nous connaissons, nous, en chirurgie. On a des items biologiques, d'imagerie et autres, et puis les données subjectives et passionnantes que nous rapportent les malades par des interrogatoires. Donc c'est vraiment deux mondes différents, il ne faut pas les mélanger. Martine? Oui, alors je partage cet avis. Longtemps, on a pensé que la pertinence était un sous-ensemble de la qualité. Je crois qu'aujourd'hui, pour savoir et pour préciser ce dont on parle, il est important, effectivement, de qualifier ce qu'est la pertinence, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, je ne le répète pas, et la qualité, c'est un sujet beaucoup plus global qui prend en compte également les sujets de sécurité notamment, et donc on voit bien que sécurité et pertinence ou organisation sont des sujets un peu différents. Alors, sur le sujet, le second, qui est celui de l'approche pertinence, c'est vrai que ce qui est assez fondamental aujourd'hui, c'est de se dire que ce que font les professionnels de santé, le travail, le service à rendre par les professionnels de santé, doit également tenir compte des attentes des patients et de ce qui compte pour le patient. Et cela induit évidemment un discours, un échange préalable à toute modalité de prise en charge par un professionnel ou par une équipe de professionnels, en sorte de répondre de la manière la plus ajustée possible
à la demande et aux besoins de chacun des patients. Le point de vue des patients, alors justement, Bah, je suis quelle est complètement l'attente? Quelle est l'attente des patients? d'avoir la pertinence et d'avoir la qualité. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est ce que les patients pensent avoir de facto, mais qui n'est pas toujours le cas. Et c'est là où il y a un delta entre la réalité et puis je pense là où on peut encore continuer à progresser. Donc je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, c'est évident. Maintenant, voilà, il faut qu'on se peaufine et il faut aussi que le patient prenne sa part active dans le process en disant qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour améliorer ma qualité de soins et qu'est-ce que je peux faire aussi pour être pertinent dans les actes qui vont être suivis. Une intervention dans le public, Muriel? Pertinence, qualité? Alors, Muriel Matenet, je suis responsable, membre de l'AFC et d'autres sociétés savantes et responsable du Conseil national professionnel. Alors, une seule question, je voudrais savoir ce que vous en pensez, tant en tant que professionnel et en tant que représentant des patients. 30% d'actes inutiles chirurgicaux en France, ça vous évoque quoi? Influence de la T2A, quid du parcours patient, jusqu'où va-t-on? C'est parti. C'est voilà. Acte, parcours, c'est la... Mais c'est pas spécifique en France, hein, c'est vrai, le dit dans tous les pays où on est à la tarification intacte. L'idéal pour moi, et c'est ce que l'on fait dans mon hôpital, pour les malades étrangers, c'est le forfait qui inclut le séjour, le prix du séjour hospitalier, plus un suivi sur 1 an. La prostatéctomie radicale est forfaitisée. Et donc on inclut dans le prix des complications divisé par leur fréquence. Ce qui fait que le bon chirurgien est beaucoup mieux payé, hein, sauf que le jour où il y a un PET, il n'est pas payé. Mais comme il est bon, il n'en a pas de complications, ou quasiment pas. Et que le mauvais va tout de suite être décelé. Donc ça allie à la fois un financement à l'activité quand même, et en même temps à la qualité. C'est l'idéal en chirurgie. L'idéal. Alors, juste Muriel, et puis comme on a Madame T2A, on va lui demander son avis. Oui, merci M. Valencien, mais j'ai juste une question. Et vous savez aussi bien que moi, les orthopédistes sont vent debout contre ce que vous annoncez. Ils sont vent debout contre le parcours de soins pour la prothèse de hanche, contre le parcours de soins pour la prothèse de genou. Et vous le savez aussi bien que moi. Comment vous faites? Et comment vous faites quand un patient va être opéré ailleurs de sa complication? Alors je suis d'accord avec vous, le cercle... Sur une prothèse, c'est rare. Sur une prothèse de hanche, c'est rare, attendez. Mais ils le paieront. Moi, je le vis. On est beaucoup mieux payé, beaucoup mieux que les tarifs annoncés, puisqu'on intègre le prix des complications qu'on n'a pas. Enfin, il faut comprendre. Si vous dites aux gens, vous êtes payés de la même façon, et c'est sur 1 an, et les consultations de suivi et la reprise opératoire est gratuite, logique que le collègue gueule. Évident. Mais si vous le payez mieux pour intégrer tout cela, ben il est d'accord. Il faut lui expliquer. Il gagne le jour où il n'a pas de complications. Bien sûr. Et comme les chirurgiens en général, la plupart 95% des chirurgiens français font bien leur boulot, ils y gagneront. Et les 5% qui cassent leurs malades régulièrement, on les verra tout de suite. Et là, on pourra leur dire tu te reformes ou tu arrêtes. Donc je veux dire, moi, c'est lumineux. Et mais je ne comprends pas pourquoi ça agrippe tant. C'est en gros à la fois de l'activité, payé, plus on en fait, mieux ça vaut, et de la qualité. Donc, quel bonheur. Alors, Madame T2A, qui a mis en place donc la T2A en France. Alors, on a entendu hier des annonces qu'on reviendrait probablement sur ça. Donc, ton avis? Premier sujet, la T2A a 15 ans. Un système qui ne fasse pas l'objet d'une réflexion au bout de 15 ans, notamment un système tarifaire, qui amène à toute typologie d'adaptation de la part des professionnels, quels qu'ils soient d'ailleurs, établissements comme médecins, ça n'est pas normal. Il est donc tout à fait juste qu'aujourd'hui on se soucie de cela. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est premièrement, l'hôpital public avant était en dotation globale. Donc il faut s'en rappeler. C'est tout. Deuxième sujet. Et cette fois, c'est prospectif. Si on veut faire une tarification au parcours demain,
avec l'équivalent de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire incluant l'ensemble, non seulement des prestations qui doivent être faites en association avec l'acte, quand on parle de chirurgie, ou même l'ensemble des prestations qui doivent être articulées pour parvenir à un bon suivi d'un patient dans des situations médicales, eh bien, on est obligé de se dire qu'il fallait mesurer également le forfait qui est celui de l'hôpital. Faute de quoi, bien sûr, il était impossible de se doter d'un système de financement de la nature qui vient d'être indiqué, acte, service après-vente, pardonnez-moi du terme, sans savoir quel était l'acte, comment il était, combien il coûtait à l'hôpital, si on veut qu'effectivement on fasse un prix pour l'ensemble du processus. Si nous étions restés en dotation globale antérieurement, il n'y avait pas de possibilité d'y arriver. Alors juste le parcours obésité, on lit explosion des actes, oulala, où allons-nous? Et puis l'Académie de médecine l'année dernière, le suivi, à peine 12% des patients suivis à 5 ans. Et on sait que si on ne suit pas bien les patients, les résultats n'y sont pas. Donc la vision du patient sur cette forfaitisation et, comme disait Martine, le mot n'est pas très très beau, mais service après-vente. Alors, là-dessus, sur la chirurgie bariatrique que je connais, parce que c'est la spécialisation du collectif, le patient a son rôle et a sa part là-dedans. C'est-à-dire que pour l'obésité, c'est toujours pas reconnu comme étant une maladie. Donc en fait, dans l'esprit de la population, on part du principe que c'est juste un problème de laisser aller et un problème de capacité intellectuelle. C'est-à-dire que si vous avez du poids, je fais un résumé, c'est votre faute. Bon, je dis pas qu'on n'est pas responsable d'une partie. Maintenant, on n'est pas égaux. Après, lorsqu'on rentre dans un circuit bariatrique, les patients, mais tout comme à un moment donné les professionnels de santé, se sont dit patient opéré, patient guéri. Et le patient est le premier à ne plus vouloir être un patient. Donc en fait, naturellement, de lui-même, s'il n'est pas forcé, il va se sortir du système de soins. Donc, et on sait que l'obésité, c'est de la chronicité, et que malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça pour X raisons. Et on voit en Hollande que lorsqu'on oblige les patients à avoir un suivi avec l'équipe médicale et avec l'établissement, eh ben, le suivi il est tenu à plus de 90% sur 5 ans. Donc en fait, ce que nous, on réfléchissait avec la direction de la CNAM et les instances, c'est comment obliger, j'ai envie de dire, les professionnels de santé, les établissements et les patients à rentrer dans un système où on se dit c'est gagnant-gagnant si on réussit effectivement à prendre notre part tout en expliquant l'intégralité de ce qui se passe. Parce que si on revient sur d'autres pathologies, en fait, qu'est-ce qui a fait, à mes yeux, évoluer le système de santé aussi ? C'est Internet. C'est que lorsqu'un patient a un symptôme, il va regarder sur Internet à quoi correspond le symptôme. Le problème, c'est qu'il va trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Donc il faut labelliser l'information qui va être donnée. Et puis après, par rapport à ça, finalement, il commence à arriver en discussion avec son niveau à lui, il n'a pas fait médecine, hein, en disant, bon ben voilà, docteur, j'ai ça. Donc je veux ça. Et en bariatrique, les patients disent très clairement aux chirurgiens, je veux telle technique. Or, le service après-vente, la façon dont vous allez vivre les interventions, dont vous allez devoir, dans le temps, vivre avec aussi les complications de ces interventions, c'est pas pareil. Et plus on donnera de la transparence à la population, plus on leur expliquera le rapport bénéfice-risque, les complications, là où le patient doit rentrer en interaction avec l'équipe médicale, plus on aura d'observance, et moins on aura de complications, et plus les choses couleront naturellement. Alors, il y a un mot que tu as évoqué, transparence. Donc, quand on parle pertinence, il faut bien des indicateurs, il faut bien s'évaluer avec les autres. Donc, la transparence vis-à-vis des patients, la transparence entre professionnels. Comment voyez-vous justement la modification de nos pratiques, où on pratique sans s'évaluer et sans se comparer à nos petits camarades? Comment voyez-vous les choses? Quels indicateurs? Comment faire de la transparence pour avoir ce cercle vertueux
de ce mot anglais que j'aime pas trop, de benchmarking, de comparaison entre nous pour essayer de s'améliorer. Alors, je reviens juste sur le forfait parce que je crois que mes collègues ne comprennent pas. Le forfait, on est mieux payé puisqu'on dans le prix, on intègre le coût des complications par leur fréquence. On est mieux payé tous les jours. C'est ça. Donc c'est quand même vachement bien. Effectivement, un forfait où on serait payé de la même façon et on serait obligé de faire des consultations à des reprises gratuites, niet. D'accord ? Mais c'est mécanique. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. C'est la bonne formule pour la chirurgie. Sur la transparence. La question de la transparence. Les indicateurs, la transparence et changer nos mentalités d'évaluation. Sur le résultat. Sur les résultats. Il y a deux types d'items. Il y a les résultats objectifs et les résultats subjectifs. Sur les résultats objectifs, dans le service, on a pris 4 critères extrêmement simples qu'on sort du PMSI. Le taux de décès dans le séjour, le taux de reprise opératoire dans le séjour, le taux de transfusion dans le séjour et le taux de marge positive. 4 items objectifs, ça ne se discute pas. Et on a regardé chacun des chirurgiens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en avait toujours l'un de nous qui était en dessous des autres dans un des critères. Et quand on a fait 6 mois plus tard la même évaluation, systématiquement, celui qui était un peu moins bon s'est retrouvé au niveau des autres parce qu'on est tous pareils, on a envie d'être dans le groupe qui fait bien. C'est mécanique, il n'y a même pas d'aller faire de certification après ça, ça devrait être en permanence. À la Glasgow Clinic, là-haut, la HIPS Clinic de Glasgow, les chirurgiens sont évalués en permanence. Ils ont leur taux de décèlement, leur taux d'infection nosocomiale, le périmètre de marche. Il n'y a pas besoin de passer des certifications si on est dans les clous. Ça se fait automatiquement et c'est bien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les résultats patients. Et ça passe par des interrogatoires, comme on l'a fait par Internet, que l'on envoie à l'adresse email. Et ces interrogatoires sont faits par les patients. On les réunit. Chaque association savante devrait réunir 5 à 6 patients 5 ans après une prothèse des hanches. Racontez-nous votre parcours, racontez-nous et bâtir un protocole de questions. Et c'est très vertueux. Et on apprend plein de choses. Moi, il n'y a aucun état d'âme. Alors, je précise juste un peu ma question avant que je donne la réponse. En effet, tu le fais au sein d'un service, mais après, comment les patients acceptes-tu ou accepterais-tu que les patients obtiennent ces résultats pour savoir si je m'adresse à ton service, ce que je peux attendre? Et la deuxième chose, c'est comment accepterais-tu aussi que l'établissement à côté, tu puisses te comparer avec lui aussi? Parce que le cercle vertueux, tu le fais au sein de ton service. L'idée, c'est de le faire au sein de tout le territoire. L'idée pourrait être également d'ailleurs de l'élargir, c'est-à-dire de savoir au-delà, parce que je partage tout à fait ce qui vient d'être dit concernant la transparence et la capacité pour les uns ou les autres de tirer de l'expérience d'autrui de quoi s'améliorer. Et donc, pourquoi pas élargir encore le cercle? Vous avez tous des relations avec un certain nombre de professionnels dans des pays différents. Pourquoi ne pas aller jusque-là? Je pense que c'est tout à fait fondamental. Mais là, ce que nous évoquons, c'est le sujet, j'allais dire, dans un établissement. Et c'est vrai que les indicateurs de pertinence, ce sont des indicateurs qui se posent à la fois pour chaque segment, mais également, et je pense qu'on y reviendra, sur l'ensemble des prestations articulées entre elles, et donc le résultat à la fin du processus. Parce que nous savons, et vous le savez mieux que quiconque, qu'en fait, l'acte à lui tout seul peut être parfait, mais si la succession de prestataires qui interviennent après, eh bien, il se peut également que l'optimal ne soit pas atteint. Et puis je voudrais dépasser un peu ce sujet et revenir sur ce qui vient d'être dit concernant, dans ces indicateurs, la responsabilité de l'ensemble des professionnels, la manière dont ils s'articulent entre eux et la manière dont individuellement ils apportent leurs services et la pertinence et la qualité des services, mais également de dire que nous portons tous une responsabilité dans ce domaine. Les professionnels, mais également les patients, ça vient d'être dit, mais je crois que c'est important également de responsabiliser les patients sur la manière de prendre en charge leur propre parcours et les mobiliser pour qu'en fin de compte, on parvienne à la meilleure qualité en fin de parcours. Et puis également, effectivement, et là c'est un sujet de choix
de financement, de modalités de financement, vous avez raison, eh bien ça concerne également l'ensemble du collectif. Et nous avons tous à œuvrer sur le terrain et puis au-delà dans cette orientation. Sophie, un mot? Quelque part, les patients et les associations de patients ont déjà une visibilité de, j'ai envie de dire, là où il faut se faire opérer, là où il ne faut pas se faire opérer. Je veux dire, voilà, on sait que tel médecin va opérer hors délai HAS, que l'autre, effectivement, le circuit va être très strict parce qu'effectivement, il y a tout un tas d'examens à faire dans l'intérêt du patient. Donc, ils le savent, les associations le savent. Maintenant, si vous aviez une évaluation transparente vis-à-vis des patients, les patients en gagneraient de la... J'ai le mot honnêteté dans la tête, mais c'est pas ça. Ils se diraient, bon, alors en fait, ils cherchent à monter encore plus dans la qualité, dans la pertinence, il veut évoluer et il me donne accès à une information qui, moi, non médecin, va être importante pour moi. Donc on réétablit ou on continue à établir une relation de confiance. Et ça, c'est important. Et après, effectivement, il y a les spécificités techniques des actes et du parcours de soins. Et effectivement, il faut arrêter de travailler en silo parce que tout le monde se tire des balles dans le pied. Et après, le fait de travailler ensemble et de mettre le patient au cœur du système de santé, j'ai envie de dire enfin. Une question de Nicolet, notre président. Merci. On voit bien qu'on est tout à fait d'accord sur la transparence, la clarté. On voit très bien que l'évaluation, c'est quelque chose auquel les chirurgiens, les médecins en général, les chirurgiens résistent énormément par crainte. C'est un état de fait. Ce n'est pas dans la mentalité française. Quelles mesures vous envisagez pour vaincre cet état d'esprit et pour revenir à accepter cette évaluation qui est absolument indispensable, qui évitera d'ailleurs que l'évaluation des établissements soit faite par des journalistes et pas par le système de santé. Et qui n'est pas bonne et pas complète. Bien sûr. Alors, tu parlais des chirurgiens ou des chirurgiens français? Parce que dans des pays, voilà, parce que dans des pays voisins, ça se fait. Mais oui, par exemple à Sloan Kettering Memorial Institute, nos collègues américains sont payés en fonction en partie du taux de marge positive. Donc quand tu as 25% de marge positive, tu es moins payé que celui qui en a que 5. Donc il y a un moment où ça va. Je veux dire, de toute façon, les données sont là. J'ai repris 100 000 prostatectomies radicales, France, établissements privés et publics, pour voir en fonction du nombre de cas. Quand on en fait moins de 50 par rapport à quand on en fait plus de 150, la mortalité est 3 fois et demi supérieure. Et dans ceux qui étaient mauvais, il y avait un CHU qui avait un taux de mortalité de 2,5%, alors que la moyenne dans la prostatectomie est de 0,4%. Une honte. Et pourquoi? Le patron ne savait pas faire, n'avait pas appris, s'en foutait. L'agrégé ne faisait que du privé. Un jeune chef est arrivé qui déboulait, qui opérait tout le monde et qui cassait ses malades. Ça, ce n'est pas supportable. Ce n'est pas supportable. Donc je pense que quand on fait son boulot, et on le fait tous en immense majorité, très bien, on est dans la norme. Il ne s'agit pas d'aller dire qu'il est meilleur ou pas. Est-ce que l'on est dans la norme? Nous n'avons pas aujourd'hui en France de quoi savoir si, dans mon métier, l'urologie, est-ce que le taux de est-ce que 500 cc ou 300 cc ou 200 cc de sang, est-ce que 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps opératoire, est-ce que tel type d'incontinence ou d'impuissance? Je ne sais pas. On a les publications scientifiques que l'on fait tous, mais généralement quand on les fait, c'est les équipes qui ont publié avec des masses de données et qui font en général bien. Je n'ai aucune idée de la moyenne des résultats de la prostatectomie radicale, et pareil pour la hanche en France, c'est pas normal. J'ai bien entendu, je suis bien d'accord, mais quelles mesures, comment faire pour convaincre les praticiens, les chirurgiens français de se plier à une évaluation qui sera transparente, qui sera publique, qui actuellement n'est pas du tout dans la mentalité? Les instances y pensent et commencent à vouloir travailler dessus. Nous, au niveau de l'Institut Montaigne, le collectif a été approché. Il y a un comité d'écriture dans lequel on va être, avec un rapport qui va sortir au mois de février. La HAS, très clairement, se pose la question et suite à l'ICHOM qui avait été eu au CESE au mois de mai, voilà, on part et on tend vers ça. Donc après, c'est une histoire de timing qui va se réaliser.
Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas arrêter la progression de l'arrivée de l'électricité sur la planète. Enfin, ça revient un peu à la même chose. Après, autant travailler tous autour d'une table en disant voilà nos spécificités à chacun, voilà nos attentes, et de le faire dans l'intérêt de tous en étant très constructif, plutôt que de le faire à coup de projet de loi en disant c'est comme ça et pas autrement. Nous, c'est pas notre méthode de travail, et je pense que de toute façon, on ira vers ça. Après, c'est quand. Là, Je pense vraiment que les indicateurs de résultats, ils vont sortir. Ça veut dire que les patients, d'une manière générale, et globalement, c'est vrai, ces indicateurs-là sortiront. Alors, les indicateurs de résultats, je le répète, je pense qu'en fin de compte, c'est un sujet qui est en bout de chaîne, qui concerne spécifiquement chaque prestataire. Et lorsque le résultat sera insuffisant, avec des indicateurs qui seront des indicateurs dans un premier temps objectifs et en même temps des indicateurs subjectifs, eh bien, on remontera l'ensemble de la chaîne pour savoir là où peut-être il y a eu difficulté. Et pour revenir à la question que vous posez et qu'évoquait tout à l'heure sur la technique chirurgicale par exemple, eh bien, je pense qu'en bout de chaîne, s'il y a des difficultés de type incontinence, etc., et ce que cela comporte dans ce type d'intervention, eh bien, on se posera la question de savoir comment, sous quelle forme a été faite l'intervention chirurgicale, dans quelles conditions. Et donc, je proposerais volontiers qu'aujourd'hui, l'ensemble des professionnels concernés, et notamment les chirurgiens, et en particulier les chirurgiens, s'emparent de ce sujet pour traiter cela entre pairs. Parce que c'est vrai que ça, c'est fondamental. Ne laissez pas, pardonnez-moi d'avoir cette attitude, mais ne laissons pas faire les autres. Ne laissons pas faire d'autres. Et donc, si vous ne voulez pas que d'autres s'emparent du sujet, et peut-être d'ailleurs en parlent, pas forcément aussi bien que vous ne pourriez le faire de cette transparence, eh bien, il faut que vous puissiez vous en emparer, que vous fassiez la transparence, qu'effectivement, les difficultés que rencontrent certains puissent permettre d'évoluer et qu'en fin de compte, les meilleurs d'entre vous, entre guillemets, soutiennent ceux qui, dans la technique ou dans un autre sujet, sont un peu moins bons, et que comme cela, on tire vers le haut l'ensemble de la profession. Mais moi, je dirais volontiers la transparence sur des critères simples, mais qui, pour vous, sont fondamentaux dans l'acte, c'est ça que vous savez faire. Et puis, ensuite, entre vous, avec des pairs au moins dans un premier temps, pour ne pas donner l'impression de sanctionner trop celui qui présente une insuffisance. Et puis je le répète, les résultats en bout de chaîne qui permettent de remonter la chaîne pour savoir là où il y a eu des insuffisances. alors, juste sur la méthodologie, j'allais dire, donc bon, le rôle des sociétés savantes là-dessus. Et puis la deuxième chose, pour rebondir, en effet, la transparence. J'ai été voir un peu nos petits camarades hollandais qui ont commencé. Au départ, vous avez un nuage de points, vous savez seulement où vous vous situez dans la transparence, c'est-à-dire moi, Strasbourg, je sais que j'ai tant de pourcents de résection R1 du rectum, et je vois un nuage de points des autres, mais je ne sais pas quel est le nuage de points, je ne sais pas si c'est Nancy, la clinique, et je peux me positionner par rapport aux autres. Et la réflexion est comment je fais pour monter. Donc est-ce que la transparence est une transparence totale des choses, ou c'est une méthodologie qu'il faut utiliser? Ce que tu dis est une très bonne idée. Et la deuxième chose, je pense, et l'AFC devrait s'en emparer, il va falloir qu'on aille à la dépénalisation de l'erreur. Autant la faute est condamnable. Je ne me suis pas levé, l'interne m'a appelé à 2h du matin, lui dire tu te démerdes, je reviendrai demain matin, le lendemain matin le malade est mort. Je suis en faute parce que je n'ai pas évalué la situation. En revanche, l'erreur, elle est humaine totalement, et les compagnies aériennes l'ont bien compris. Jamais un pilote on ne voit jamais le nom d'un pilote dans un accident d'avion, dans les journaux. Hein. Jamais. Jamais de jamais. Or, c'est 75% d'erreurs humaines, les accidents d'avion. Donc, il faudra militer pour la dépénalisation de l'erreur dans tous les domaines de la vie active. Qu'il y ait une indemnisation rapide, bien sûr, plus rapide qu'aujourd'hui, immédiate pour le malade, à la limite, parce que lui est touché. Mais l'erreur devrait être différenciée vraiment de la faute.
Et c'est un thème énorme que vous devriez ouvrir tout de suite à l'AFC si on veut aller vers la transparence. On ne peut pas avoir l'un et l'autre, l'un sans l'autre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dans la salle, dans l'audience? Dans l'audience, merci. Débat très intéressant. Ceci dit, j'ai quand même il y a un petit bémol. Je me suis occupé il y a une dizaine d'années de mettre en place un registre de surveillance de la chirurgie pariétale. On a demandé aux instances, justement, une aide pour qu'on puisse avoir une organisation un petit peu comme on peut avoir aux Pays-Bas pour monter en place ce registre. On n'a eu aucune réponse. On était obligé de se démerder par nous-mêmes. Il y a un certain nombre de confrères, on est une quarantaine, qui travaillent sur leur propre efficacité, aux dépens de leur vie de famille, etc. Et pour l'instant, ça fonctionne. On fait des publications, on arrive à voir le taux de complications, on arrive à se benchmarker les uns les autres, tout seul, dans notre coin, aucune aide des instances. Alors, moi, je vais vous donner la version associative. Il y a 10 ans, c'était un autre temps politique. Et quelque part, je veux dire, moi, je fais du bénévolat depuis 20 ans. On a traversé plusieurs gouvernements. Il y a ceux qui nous entendaient sur la problématique du surpoids et de l'obésité. Et il y a des gouvernements qui nous disaient qu'il n'y a pas d'obésité dans le monde ni en France. Et puis, à force de travailler tout seul dans son coin avec les gens qui écoutaient et qui étaient raccords avec nous, à commencer par les sociétés savantes, on a réussi à avancer. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a un timing, malheureusement, pour tout. Il y a un temps politique, il y a un temps de la vie de la citoyenneté, et il y a un temps médical. Donc, j'ai envie de dire, vous avez pris 10 ans d'avance. Parce que là, sur les ROCO, IGAS, sur la chirurgie bariatrique, on demande effectivement qu'il y ait des relevés qui soient faits avec tout ce qui se passe et un registre pour les patients. Donc, vous avez travaillé tout seul dans votre coin, représentez votre registre, parce que je pense que ça peut intéresser. Maintenant, il y a un bon timing. Mais je suis à saut de patient. Vaut mieux toujours être pionnier que suivre. Est-ce qu'il y a une dernière question brève avant un mot de conclusion de chacun sur un message, une idée à faire passer pour conclure ce débat? Guy? Non, rien à dire, simplement je crois vraiment que pour moi le forfait est l'idéal pour le chirurgien. Deuxièmement, c'est vrai que de pouvoir savoir par les nuages dont tu parlais où on se situe soi-même, c'est une bonne idée. Il ne faut pas du tout aller au TripAdvisor avec des étoiles en fonction d'eux, ça n'a aucun sens. Et troisièmement, je milite pour dépénaliser l'erreur, donc faisons-le ensemble. Plus on sera nombreux, plus je pense on pourra mettre ce sujet essentiel dans une société hyper technicisée sur le tapis. Alors, très très bonne initiative. Je te donne rendez-vous l'année prochaine, même endroit, pour la table ronde sur la dépénalisation de l'erreur. J'ai mon thème de l'année prochaine. Merci Guy. Martine? Oui, je partage ce qui vient d'être dit, donc je reprends à mon compte ces trois idées. Moi, je pense qu'en fin de compte, la pertinence aujourd'hui, nous la devons collectivement aux patients. Et encore une fois, la pertinence et l'évaluation que nous devons également, que nous devons mutuellement, mais que nous devons aux patients, c'est l'évaluation des résultats, c'est-à-dire de ce qui compte pour le patient, sans oublier que, bien entendu, et c'est le thème de la valeur en santé dont le cercle se fait le promoteur, eh bien, vous savez que la valeur, c'est en fin de compte le résultat, c'est-à-dire l'indication de résultat sur le coût pour y parvenir. Et ce que vient de nous dire Guy Valencien concernant les approches de prix et de coût, eh bien, nous amène à réfléchir sur cette notion de valeur et de pertinence ajustée en fonction de la demande du patient, parce qu'il n'y a pas un patient qui attend de son intervention la même chose qu'un autre. Anne-Sophie, le mot de conclusion? N'ayez pas peur des patients, n'ayez pas peur des associations de patients. Ok, on n'est pas toutes égales, mais en tout cas, l'envie d'avancer est la même, la pertinence est la même. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que vous êtes aussi des patients potentiels, voire aussi actifs. Alors, je remercie les orateurs. Je donne rendez-vous ce soir à 16h30 pour la même thématique, en présence de la présidente de l'HAS et le président de l'INCA, sur la pertinence des soins
au niveau de ces autres instances. Et puis, vous parliez des associations. On a le village des associations de patients, donc aussi, allez voir et discuter, on n'a pas peur des patients. Merci beaucoup.